Les dernières années de Lucille Ball, la solitude déchirante d'une légende de la comédie. Elle était la reine de la comédie en Amérique, la rousse ardente qui a apporté de la joie à des millions de personnes et a changé la télévision pour toujours. Mais Lucille Ball a passé ses dernières années dans un isolement tranquille, loin des feux de la rampe qu'elle occupait autrefois. Pendant des décennies, elle a illuminé les écrans de tout le pays, donnant à plus de 40 millions de téléspectateurs une raison de sourire le lundi. Première femme à diriger un grand studio hollywoodien. Elle a brisé les plafonds de verre et ouvert la voie aux générations futures. Mais derrière le glamour et les rires, la femme qui jouait le rôle de Lucy Ricardo, une éternelle comploteuse, s'est retrouvée de plus en plus seule alors que sa vie légendaire touchait à sa fin. Dans son élégante maison de Beverly Hills, sur Roxbury Drive. Entourée d'éloges et de souvenirs, Lucille se sentait de plus en plus seule. Les amis se font plus rares. Les visites de la famille se font plus rares. Et la maison d'une icône hollywoodienne, autrefois très animée, est devenue étrangement silencieuse. Qu'est-il arrivé à la star qui a fait rire toute une nation? Comment quelqu'un d'aussi aimé, d'aussi chéri, a-t-il pu se retrouver aussi déconnecté dans son dernier chapitre? La vérité est à la fois tragique et profondément humaine. Au cours des années 1980, de nombreux contemporains de Lucille, issus de l'âge d'or d'Hollywood, sont déjà décédés. Sun Circle Social, autrefois très vivant, s'est estompé, alors que Lucy Ricardo vivait dans un monde plein de voisins, d'amis et de chaos. La vraie Lucille Ball devait faire face à de longues journées de solitude. Née en 1911, Lucille a été témoin d'un siècle de changements, 2 guerres mondiales, la Grande Dépression, la naissance et l'essor de la télévision. Elle a survécu et prospéré dans une industrie dominée par les hommes. Mais au crépuscule de sa vie, la femme qui animait chaque pièce s'est retrouvée de plus en plus délaissée. Les raisons pour lesquelles même les amis proches et la famille lui rendaient rarement visite sont à la fois choquantes et profondément attristantes. Un rappel brutal que la célébrité ne nous protège pas de la solitude. Le visage souriant que l'Amérique adorait cachait une réalité bien éloignée du rire qu'elle offrait autrefois au monde. La génération qui a grandi avec elle vieillit, et des stars plus jeunes prennent le devant de la scène. Mais ce n'est que le début des raisons pour lesquelles cette légende de la comédie s'est retrouvée de plus en plus isolée au crépuscule de sa vie. Début de sa vie et de sa carrière. Pour bien comprendre l'isolement qui a caractérisé les dernières années de Lucille Ball, il faut d'abord remonter à l'endroit où tout a commencé. Lucille Desiree Ball est née le 6 août 1911 à Jamestown, dans l'État de New York, de Henry Durrell Ball et de Desiree Deed Evelyn Ball. Ses débuts sont loin de l'existence glamour qu'elle mènera plus tard à Hollywood. En fait, son enfance a été marquée par des difficultés et une instabilité qui ont façonné sa personnalité et ses relations pendant des décennies. Le premier grand traumatisme de la vie de la jeune Lucille survient alors qu'elle n'a que 3 ans. Son père, Henry Ball, monteur de lignes téléphoniques, contractait la fièvre typhoïde et meurt en février 1915 à l'âge de 27 ans. Cette perte dévastatrice laisse sa mère seule avec Lucille et son jeune frère, Fred. L'absence soudaine de son père a créé dans la vie de Lucille un vide qu'elle a passé des décennies à essayer de combler, souvent par le biais de son travail et de ses relations. Après la mort d'Henry, Dee travaille dans une usine pour subvenir aux besoins de ses enfants, mais les nécessités financières l'obligent bientôt à prendre une décision difficile. Lucille et Fred ont été principalement élevés par leurs grands-parents maternels, Fred et Floribel Hunt, dans le petit village de Celeron, une station estivale au bord du lac Chautauqua. Cet arrangement, bien que pratique, a établi un modèle de déplacement émotionnel qui entra Lucille tout au long de sa vie. Les grands-parents qui l'ont élevée étaient des méthodistes stricts, créant un environnement discipliné et quelque peu austère. Fred Hunt est connu pour sa sévérité et ses exigences élevées. Dans ce foyer, la jeune Lucille apprend la valeur du travail et de la discipline, mais développe aussi une certaine réserve émotionnelle qui caractérisera nombre de ses relations adultes. Lorsque Lucille a environ 10 ans,
Un autre bouleversement important se produit lorsque sa mère se remarie. Le nouveau mari de Debbie, Edward Peterson, ne voulait pas d'enfants dans la maison, créant ainsi un nouveau rejet douloureux pour la jeune Lucille. Tandis que sa mère et son beau-père établissaient leur nouvelle vie ensemble, Lucille est restée avec ses grands-parents, ce qui a renforcé son sentiment d'abandon et l'idée que l'amour et la sécurité étaient conditionnels et peu fiables. Ces expériences précoces ont créé ce que les psychologues reconnaissent aujourd'hui comme des problèmes d'attachement. Tout au long de sa vie, Lucille a eu du mal à faire confiance et à se montrer vulnérable, gardant souvent ses proches à distance sur le plan émotionnel. Ce schéma, établi dès l'enfance, a finalement contribué à l'isolement qu'elle a connu dans les dernières années de sa vie. En raison de ces difficultés, Lucille a développé une indépendance et une détermination farouche. À l'âge de 15 ans, elle convainc sa mère de lui permettre de fréquenter la John Murray Anderson School of Dramatic Arts à New York. C'est le début de sa carrière dans le monde du spectacle. Bien que ses débuts ne soient pas particulièrement prometteurs, les professeurs de l'école lui ont dit qu'elle n'avait aucun talent et lui ont conseillé de poursuivre une autre carrière. Un professeur lui aurait dit d'essayer une autre profession, n'importe laquelle. Mais Lucille Ball n'était pas du genre à se laisser décourager par le rejet. Cette résilience précoce face à la critique lui servira tout au long de sa carrière. Mais elle a également établi un modèle qui consiste à aller de l'avant, quel que soit le coût émotionnel. Un trait qui aura plus tard un impact sur ses relations personnelles et contribuera à son isolement plus tard dans la vie. Après une expérience décevante à l'école de théâtre, Lucille travaille comme mannequin sous le nom de Diane Belmont, empruntée à l'hippodrome de Belmont à New York. Elle connaît un certain succès dans ce domaine et devient finalement une Chesterfield Cigarette Girl. Cette période marque le début de sa transformation d'une petite fille de la ville en une figure glamour du monde du spectacle. En 1933, Lucille obtient son premier grand succès lorsqu'elle est choisie comme fille de Goldwyn dans le film d'Eddie Cantor, Roman Scandals. Cette opportunité l'emmène à Hollywood, où elle commence à construire sa carrière grâce à de petits rôles dans divers films tout au long des années 1930. Au cours de cette période, elle est souvent engagée comme chorus girl ou dans des rôles décoratifs, qui tirent parti de son apparence frappante plutôt que de ses talents comiques. Ce n'est que dans les années 1940 que Lucille commence à s'imposer comme actrice comique. Son travail à la radio, en particulier dans l'émission My Favorite Husband, a mis en évidence son sens de l'à-propos et ses talents de comédienne. Cette émission de radio servira finalement de base à I Love Lucy, l'émission de télévision qui la rendra célèbre dans toute l'Amérique. C'est au cours de ces luttes de début de carrière que se développe l'éthique du travail et le perfectionnisme qui définiront plus tard les plus grands succès de Lucille, mais aussi ses relations personnelles les plus difficiles. Elle a appris très tôt que la survie nécessitait de l'autonomie et que la réussite n'exigeait rien de moins que l'excellence. Ces leçons, intériorisées dans sa jeunesse et renforcées au début de sa carrière, ont jeté les bases de la dynamique complexe qui caractérisera ses relations plus tard dans la vie. En comprenant ces expériences formatrices, nous pouvons commencer à voir comment les graines de l'éventuel isolement de Lucille Ball ont été plantées bien avant qu'elle ne devienne la rousse la plus aimée des Américains. L'abandon et le rejet dont elle a fait l'objet dans son enfance ont créé de profondes insécurités qu'aucune célébrité ou succès ne pourrait complètement guérir. Ses réussites extraordinaires à la télévision et dans les affaires ont été, à bien des égards, construites sur ces mêmes insécurités. Une volonté de prouver sa valeur dans un monde qui lui a souvent donné l'impression de ne pas être désiré. Les années Desi. Aucune relation dans la vie de Lucille Ball n'a peut-être été plus importante ou plus complexe que son mariage avec Desi Arnaz. Leur partenariat, à la fois romantique et professionnel, allait transformer la télévision pour toujours et créer un empire. Pourtant, sous la surface de cette union apparemment parfaite, se cachaient des tensions et des défis, qui allaient finalement contribuer à l'isolement de Lucille dans les dernières années de sa vie. Lucille a rencontré Desiderio Alberto Arnaz y de Acha Tretre, connu sous le nom professionnel de Desi Arnaz,
en 1940 lors du tournage de la comédie musicale Too Many Girls de la RKO. Musicien et chef d'orchestre d'origine cubaine, avait 6 ans de moins que Lucille et représentait tout ce qui était excitant et différent de son éducation structurée. Leur alchimie a été immédiate et intense, ce qui a conduit à une romance éclair et à un mariage en novembre 1940, 6 mois seulement après leur rencontre. La Seconde Guerre mondiale a encore séparé le couple lorsque Desi a été enrôlé dans l'armée en 1943. Bien qu'il n'ait jamais servi à l'étranger et qu'il ait plutôt aidé à divertir les troupes au pays, cette période a marqué une autre séparation prolongée. Lorsqu'elles se sont retrouvées après la guerre, Lucille et Desi étaient déterminés à trouver un moyen de travailler ensemble. D'une part dans le cadre d'un véritable partenariat créatif et d'autre part dans le but de sauver leur mariage en réduisant les séparations. Cette détermination a conduit à la création de I Love Lucy, la sitcom révolutionnaire qui a débuté en 1951 et est rapidement devenue l'émission la plus populaire de la télévision. L'émission était révolutionnaire à bien des égards. C'était la première émission filmée avec 3 caméras devant un public en studio. La première à mettre en scène un couple interracial et l'une des premières à montrer une femme enceinte à la télévision lorsque la grossesse réelle de Lucille a été intégrée à l'émission. En coulisses. Cependant, le mariage continue de faire face à de sérieux défis. L'infidélité de Desi devient de plus en plus difficile à ignorer pour Lucille, d'autant plus que la célébrité de Desi grandit en même temps que la sienne. Sa consommation d'alcool a rendu leur relation encore plus complexe, l'alcool exacerbant souvent les tensions entre eux. Malgré ses difficultés personnelles, leur partenariat professionnel s'est épanoui. Ensemble, ils fondent Desilu Productions en 1950, initialement pour produire I Love Lucy. Sous leur direction, Desilu est devenue l'une des sociétés de production télévisuelle les plus prospères de l'époque, produisant par la suite d'autres émissions à succès telles que Star Trek, Mission Impossible et The Untouchables. À la fin des années 1950, la pression est devenue trop forte. Le 3 mars 1960, après 20 ans de mariage, Lucille demande le divorce, déclarant que leur vie conjugale a été un cauchemar et n'a rien à voir avec ce qui apparaît à l'écran. Ce qui a rendu cette séparation particulièrement complexe, c'est que malgré la fin de leur relation amoureuse, Lucille et Desi ont maintenu un partenariat commercial et une certaine proximité pour le bien de leurs enfants. Lucy et Desi Jr. En 1962, dans un geste qui choque Hollywood, Lucille rachète les parts de Desi dans Desilu Productions, devenant ainsi la première femme à diriger un grand studio de télévision. Cette transition a marqué son émergence en tant que talent comique, mais aussi en tant que femme d'affaires avisée et figure puissante d'Hollywood. La fin de son mariage avec Desi crée des schémas qui influenceront les relations ultérieures de Lucille et contribueront à son isolement dans les dernières années de sa vie. Cette expérience a renforcé ses difficultés à faire confiance et à se montrer vulnérable, ce qui l'a empêché de nouer des liens profonds avec les autres. Elle a également commencé à canaliser son énergie émotionnelle vers le travail plutôt que vers les relations. Une tendance qui ne fera que s'accentuer avec l'âge. En outre, le caractère très public de leur mariage et de leur divorce a fait que Lucille a vécu cette perte profondément personnelle sous les feux de la rampe. La nécessité de maintenir un visage public à travers une douleur privée lui a appris à compartimenter ses émotions d'une manière qui rendra plus tard difficile une connexion authentique. La femme qui pouvait exprimer une gamme d'émotions aussi large que Lucy Ricardo devenait, dans la vie réelle, de plus en plus prudente quant à ses véritables sentiments. En comprenant la complexité des années Desi, nous comprenons mieux comment Lucille Ball a développé les schémas émotionnels qui l'ont conduite à s'isoler plus tard dans sa vie. L'entrelacement de la réussite professionnelle et du chagrin personnel a créé un héritage compliqué qu'elle a conservé dans ses relations ultérieures et dans ses dernières années. La vie après Desi. Les années Gary Morton. Après son divorce douloureux avec Desi Arnaz,
Lucille se trouve à la croisée des chemins, tant sur le plan personnel que professionnel. À 50 ans, elle navigue en terrain inconnu en tant que femme célibataire à la tête d'un grand studio hollywoodien. C'est au cours de cette période de transition qu'elle rencontre le comédien Gary Morton, qui deviendra son second mari et restera avec elle jusqu'à sa mort. Lucille épouse Gary Morton le 19 novembre 1961, un an et demi seulement après la finalisation de son divorce avec Daisy. Morton, un comédien de boîte de nuit qui avait 13 ans de moins que Lucille, offrait un contraste saisissant avec l'instable Daisy, alors que son premier mariage avait été caractérisé par la passion et le drame. Sa relation avec Gary était marquée par la stabilité et la camaraderie. Les proches de Lucille pendant cette période ont remarqué la nature différente de ce second mariage. Bien qu'il n'y ait pas eu la même alchimie intense qui avait défini sa relation avec Daisy, il n'y a pas eu non plus de chagrin d'amour et de trahison. Gary a apporté à Lucille ce dont elle avait désespérément besoin après la fin tumultueuse de son premier mariage, la fiabilité et la sécurité émotionnelle. De nombreux amis ont remarqué que le rôle principal de Gary dans la vie de Lucille était celui de protecteur et de gardien. Il gère une grande partie de ses affaires professionnelles et de son emploi du temps personnel, créant ainsi un tampon entre Lucille et le monde extérieur. La collaboration professionnelle est un aspect important de la relation de Lucille avec Gary, mais d'une manière différente de celle avec Daisy. Gary est devenu producteur exécutif des émissions de télévision suivantes, The Lucy Show, de 1962 à 1968, et Here's Lucy, de 1968 à 1974. Bien que ces émissions aient été couronnées de succès et aient mis en valeur les talents comiques de Lucille, elles n'ont jamais atteint le statut d'icône de I Love Lucy. Lucille est parfaitement consciente de ce déclin léger mais perceptible de son impact culturel, ce qui ajoute une couche supplémentaire à l'état émotionnel complexe dans lequel elle se trouve à cette époque. Les années Morton sont également marquées par l'évolution continue de Lucille en tant que femme d'affaires. Après avoir acheté les parts de Desilu Productions détenues par Daisy en 1962, elle est devenue l'une des figures les plus puissantes d'Hollywood. Sous sa direction, Desilu a pris des risques importants, notamment en lançant des séries novatrices telles que Star Trek et Mission Impossible, des émissions pour lesquelles les dirigeants de la chaîne étaient initialement sceptiques, mais qui sont devenus des phénomènes culturels. En 1967, Lucille a pris une autre décision commerciale cruciale en vendant Desilu Productions à Gulf Plus Western pour 17 millions de dollars, soit l'équivalent de plus de 130 millions de dollars d'aujourd'hui. Cette vente marque la fin de son rôle de pionnière en tant que femme à la tête d'un studio, mais lui assure une sécurité financière pour ses dernières années. Tout au long de cette période, Lucille a conservé son éthique de travail légendaire, continuant à se produire jusqu'à la soixantaine. Cependant, le paysage du divertissement évolue rapidement autour d'elle. Les années 1970 ont apporté de nouvelles formes de comédie et de nouvelles sensibilités, de plus en plus éloignées du style qui avait rendu Lucille célèbre. Ce contexte culturel changeant contribue à la déconnexion croissante de Lucille par rapport à l'industrie qu'elle a contribué à définir. Au milieu des années 1970, avec la fin de Here's Lucy en 1974, Lucille commence à prendre du recul par rapport à son travail régulier à la télévision. La réduction de la structure quotidienne et des débouchés créatifs a laissé un vide difficile à combler, ce qui a contribué à l'isolement qui allait caractériser ces dernières années. La vérité sur les raisons pour lesquelles Lucille Ball a passé ces dernières années avec peu de visites est complexe et déchirante. Son perfectionnisme notoire et ses exigences élevées, qui avaient contribué à faire de I Love Lucy un succès retentissant, se sont transformés en quelque chose de plus rigide et de plus difficile à mesure qu'elle vieillissait. Ce qui est particulièrement choquant, c'est que l'éthique de travail légendaire de Lucille, qui l'a propulsée vers un succès sans précédent, a finalement contribué à son isolement. Même à 70 ans, elle maintenait des routines et des attentes strictes vis-à-vis d'elle-même et des autres.
Alors que les jeunes générations d'artistes adoptaient une approche plus décontractée du travail et des interactions sociales, Lucille restait fidèle à la vieille école de la formalité et du professionnalisme. Ce fossé générationnel l'a rendu de plus en plus décalé par rapport à l'évolution des normes sociales. Son perfectionnisme s'étendait également à son apparence. Lucille est très consciente de vieillir dans un secteur qui vénère la jeunesse, en particulier chez les femmes. Ses amis ont rapporté qu'elle était de plus en plus gênée par son apparence, refusant souvent les visites lorsqu'elle ne se sentait pas à son avantage. La femme qui jouait sans crainte la comédie burlesque et se laissait voir dans les situations les moins flatteuses pour rire est devenue douloureusement consciente du vieillissement de son visage et de son corps. Les problèmes de santé ont également joué un rôle important dans l'isolement croissant de Lucille. Bien qu'elle ait gardé la plupart de ses problèmes de santé secrets, elle a souffert de diverses affections au cours des dernières années de sa vie. Le 18 avril 1989. Elle a eu une crise cardiaque dans sa maison de Beverly Hills, souffrant d'une rupture de l'aorte. Son second mari, Gary Morton, l'a emmenée d'urgence à l'hôpital après qu'elle ait commencé à ressentir de terribles douleurs. La femme, qui était célèbre pour son humour physique et son énergie apparemment, illimitée, s'est trouvée de plus en plus limitée dans les années qui ont précédé sa mort. Ce qui est peut-être le plus déchirant, c'est que Lucille a vécu ce à quoi sont confrontées de nombreuses légendes du spectacle vieillissante, un monde qui évoluait sans elle. Le paysage télévisuel a radicalement changé depuis l'époque de I Love Lucy. De nouvelles formes de comédie, de nouvelles stars et de nouvelles sensibilités sont apparues. Si Lucille est toujours vénérée comme une pionnière, l'attention de l'industrie s'est déplacée vers d'autres horizons. Les appels téléphoniques se font plus rares. Les invitations se raréfient et de nombreux anciens collègues vieillissent ou sont décédés. Une star vieillissante dans une industrie obsédée par la jeunesse. L'industrie du spectacle a toujours été notoirement obsédée par la jeunesse, en particulier pour les femmes. Et Lucille Ball n'était pas à l'abri des dures réalités du vieillissement à Hollywood. À l'approche de ses 70 ans, dans les années 1970 et 1980, elle a dû faire face à une transition douloureuse, passant du statut de star active et pertinente à celui d'icône respectée, mais de plus en plus mise à l'écart, auquel l'industrie réduit souvent les légendes. Lucille avait bâti sa carrière sur la comédie physique, qui exigeait une énergie considérable et un timing précis. Ses prestations en tant que Lucy Ricardo comportaient souvent des numéros de slapstick exigeants sur le plan physique. À mesure qu'elle vieillissait, ses spectacles devenaient plus difficiles, mais le public attendait toujours d'elle le même niveau de comédie physique. Cela a créé une norme impossible à respecter qui a contribué à l'anxiété qu'elle a ressentie lors de ses apparitions en public dans les dernières années de sa vie. Le contraste entre le traitement réservé aux stars vieillissantes masculines et féminines est saisissant et Lucille n'y échappe pas. Des contemporains comme Bob Hope, George Burns et Johnny Carson ont continué à trouver un travail régulier et à conserver une pertinence culturelle jusqu'à un âge avancé. Les stars féminines de la même époque ont souvent vu leurs opportunités diminuer une fois qu'elles ont atteint un certain âge. Ce double standard était une pilule amère pour quelqu'un qui avait brisé tant de barrières pour les femmes dans l'industrie. La dernière tentative de Lucille pour revenir à la télévision a douloureusement illustré cette réalité. En 1986, à l'âge de 75 ans, elle joue dans Life with Lucy, une sitcom produite par Aaron Spelling pour ABC. La série était très attendue, marquant le retour de la rousse et bien-aimée des Américains à la télévision hebdomadaire. Cependant, la série a été un échec critique et a été annulée après seulement 8 épisodes en raison de son faible taux d'audience. Ce rejet est dévastateur pour Lucille. Après des décennies de succès et d'innovation à la télévision, elle a dû faire face à la dure réalité. Le public ne s'intéressait plus à son travail de la même manière. L'annulation de la série a renforcé son sentiment croissant que l'industrie et peut-être le public avaient évolué sans elle.
Salon Friend. Elle a pris cet échec professionnel très à cœur, l'interprétant comme un rejet non seulement de l'émission, mais aussi de l'ensemble de ses contributions au monde du spectacle. À cette déception professionnelle s'ajoute le malaise croissant de Lucille face à son apparence physique. Tout au long de sa carrière, elle a été connue pour son apparence distinctive, ses cheveux roux flamboyants, son visage expressif et sa vitalité physique. Au fur et à mesure que le vieillissement modifie son apparence, elle devient de plus en plus gênée. Ses amis ont remarqué qu'elle annulait souvent des projets si elle ne se sentait pas à son avantage, ce qui s'est produit de plus en plus fréquemment au cours des dernières années de sa vie. Cette conscience de soi était exacerbée par l'omniprésence de sa jeune personne dans les rediffusions télévisées. Alors que I Love Lucy continue d'être diffusé dans le monde entier, faisant découvrir ses talents à de nouvelles générations, Lucy Ricardo, jeune et dynamique, est constamment opposée à Lucille Ball, vieillissante. Cette juxtaposition a été douloureuse pour elle, créant un concurrent fantôme de son propre passé qu'elle n'a jamais pu tout à fait égaler dans ces dernières années. L'accès mis sans relâche par les médias sur l'apparence des femmes dans le monde du spectacle n'a fait qu'aggraver ses insécurités. Alors que Lucille n'a jamais été célébrée pour sa beauté conventionnelle et que ses talents de comédienne ont toujours été sa carte de visite, la pression exercée sur elle pour qu'elle conserve une apparence jeune s'est intensifiée à mesure qu'elle vieillissait. Cette pression contribue à sa réticence à être vue en public, ce qui accroît encore son isolement. Dans les années 1980, Lucille est également confrontée à d'importants problèmes de santé qui affectent à la fois son apparence et son niveau d'énergie. Ces problèmes de santé, combinés à son anxiété d'être perçue comme diminuée, l'ont amenée à refuser de plus en plus d'invitations sociales et d'apparitions en public. La vie sociale trépidante dont elle jouissait auparavant s'est progressivement réduite à un petit cercle d'amis et de membres de la famille en qui elle avait confiance. Ce qui est particulièrement poignant dans cet aspect des dernières années de Lucille, c'est qu'elle vivait ce que de nombreuses femmes du monde du spectacle vivent encore aujourd'hui, à savoir la douloureuse transition entre le statut d'artiste viable et pertinent et celui de légende, alors qu'elle est encore en vie et créative. Pour une personne dont l'identité avait été si étroitement liée à son travail pendant des décennies, cette transition a créé une crise existentielle qui a contribué de manière significative à son isolement. L'obsession de la jeunesse à Hollywood a créé un cruel paradoxe pour Lucille dans ces dernières années. Alors qu'elle est plus aimée et respectée que jamais, que son travail est présenté à de nouvelles générations par le biais de rediffusions, elle vit en même temps une sorte d'exil professionnel fondé principalement sur son âge et son changement d'apparence. Cette contradiction, le fait d'être à la fois immortalisée et mise à l'écart, a créé une profonde détresse émotionnelle que peu de personnes en dehors de son cercle proche ont compris. Mais l'isolement de Lucille Ball comporte une autre facette que peu de gens connaissent, ses relations avec ses deux enfants. Lucy Arnaz et Desi Arnaz Jr. étaient devenus compliqués à mesure qu'ils devenaient adultes, avec leur propre carrière et leur propre famille. S'ils aimaient certainement leur mère, leur relation n'était pas exempte de tensions. Les deux enfants ont grandi dans l'ombre du mariage difficile de leurs célèbres parents et de leur divorce très médiatisé. Lucy Arnaz est une actrice et une chanteuse qui a connu une longue et fructueuse carrière dans l'industrie du divertissement, tandis que son frère Desi Jr. a connu ses propres difficultés et succès sous les feux de la rampe, devenus adultes avec leur propre famille. Ils ont parfois trouvé que maintenir un contact étroit avec Lucille était émotionnellement épuisant en raison de sa forte personnalité et de ses attentes élevées. Ce qui est vraiment choquant, c'est que les tendances contrôlantes de Lucille, qui lui avaient si bien servi en tant que directrice d'un studio et de star de ses propres émissions, ont créé des frictions dans ses relations personnelles. Elle avait des idées bien arrêtées sur la façon de faire les choses, qu'il s'agisse de choix de carrière ou d'éducation des enfants, et n'hésitait pas à exprimer ses opinions à ses enfants adultes. Cette dynamique a rendu les visites régulières plus compliquées qu'elles ne l'auraient été autrement. La relation de Lucille avec ses petits-enfants est encore plus poignante, bien qu'elle les adore. Les différences entre les générations et sa santé déclinante
l'ont empêchée d'être la grand-mère chaleureuse et enjouée qu'elle aurait voulu être. La femme qui avait fait rire des millions d'enfants à travers leur écran de télévision avait parfois du mal à se rapprocher de ses propres petits-enfants. Les relations entre Lucille Ball et ses deux enfants, Lucy Arnaz et Desi Arnaz Jr., représentent une autre dimension complexe de l'isolement de sa dernière vie. Nés respectivement en 1951 et 1953. Lucy et Desi Jr. grandissent sous les projecteurs extraordinaires créés par la célébrité de leurs parents. Leur enfance est unique à bien des égards. Ils étaient les enfants du couple le plus célèbre de la télévision américaine. Et leurs premières années ont été partiellement documentées dans I Love Lucy, créant un flou inhabituel entre leur vie réelle et les personnages fictifs de leurs parents. Dès leur plus jeune âge, Lucy et Desi Jr. ont vécu avec la réalité de devoir partager leurs parents avec des millions de fans en adoration. Cela a créé une dynamique complexe dans laquelle la perception publique de leur famille divergeait souvent de manière significative de leur réalité privée. Alors que l'Amérique voyait la famille Ricardo comme un modèle de bonheur domestique, la vraie famille Arnaz devait faire face aux fréquentes absences de Desi, à ses problèmes d'alcool et aux tensions croissantes dans le mariage de leurs parents. Le divorce de Lucille et Desi en 1960, alors que Lucy avait 9 ans et que Desi Jr. était âgé de 7 ans, a marqué un tournant dans la dynamique familiale. Bien que leurs parents aient tenté de maintenir une relation cordiale pour leur bien, les enfants ont été inévitablement affectés par la dissolution de la famille et la fin de la cellule familiale telle qu'ils l'avaient connue. Cette expérience précoce de la fracture familiale influencera leur relation avec leurs deux parents tout au long de leur vie. Lucy et Desi Jr. ont suivi leurs parents dans l'industrie du spectacle, ce qui a rendu leur relation avec leur mère encore plus complexe. Lucille avait des opinions bien arrêtées sur le monde du spectacle et des idées bien précises sur la façon dont ses enfants devaient mener leur carrière. Ces opinions, émises avec la franchise caractéristique de Lucille, créaient parfois des tensions, en particulier lorsque Lucy et Desi Jr. cherchaient à établir leur propre identité professionnelle indépendamment de leurs célèbres parents. L'aspect le plus déchirant des dernières années de Lucille Ball n'est pas seulement son isolement physique, mais aussi la solitude émotionnelle qu'elle a connue. En 1989, année de sa mort à l'âge de 77 ans, nombre de ses amis les plus proches et de ses contemporains étaient déjà décédés. Son ancien mari et partenaire commercial Desi Arnaz est décédé d'un cancer du poumon à l'âge de 69 ans le 2 décembre 1986, quelques années seulement avant sa propre mort. Ce co-star bien-aimé Vivian Vance, qui jouait Ethel Mertz, est décédé en 1979, laissant un vide qui n'a jamais été comblé. Les dernières années et la santé déclinante. Au milieu des années 1980, Lucille a connu divers problèmes de santé liés à l'âge, qu'elle a en grande partie gardé pour elle. Elle a développé de l'arthrite, qui affecte sa mobilité et lui cause des douleurs importantes. Cette condition était particulièrement difficile pour quelqu'un dont la carrière s'était construite sur la comédie physique et la précision des mouvements. Les limitations imposées par cette maladie l'ont amenée à refuser de plus en plus souvent les activités qui nécessitaient de rester debout ou de marcher pendant de longues périodes. Des problèmes cardiovasculaires ont également commencé à apparaître au cours de cette période. Lucille a toujours été une grande fumeuse, une habitude commune à sa génération d'artistes, mais qui a fait des ravages à mesure qu'elle vieillissait. Elle commence à ressentir les symptômes d'une maladie cardiaque, bien qu'elle reste généralement discrète sur ses problèmes, ne partageant les détails qu'avec ses confidents les plus proches. La crise la plus grave survient le 18 avril 1989, lorsque Lucille est victime d'une dissection de l'anévrisme aortique à son domicile de Beverly Hills. Cet anévrisme, dans lequel la couche interne de l'aorte se déchire, permet au sang d'affluer à travers la déchirure, séparant les couches internes et moyennes de l'aorte. Cette urgence vitale nécessitait une intervention chirurgicale immédiate. Son Second Mary, Gary Morton,
l'a emmenée d'urgence au Cedar Sinai Medical Center après qu'elle se soit plainte de douleurs thoraciques intenses irradiant dans le dos. Cependant, une semaine plus tard, le 26 avril, alors qu'elle était encore à l'hôpital, elle a subi une seconde rupture aortique et est décédée à l'âge de 77 ans. L'annonce de sa mort a provoqué une onde de choc à Hollywood et dans toute l'Amérique, où des générations de fans ont pleuré la perte de l'une des plus grandes stars de la télévision. Héritage et impact durable. Si les dernières années de Lucille Ball ont été marquées par un certain isolement, son héritage durable et son impact sur le divertissement et la culture américaine apportent un contrepoint à ce récit mélancolique. Peu de personnages dans l'histoire du divertissement ont laissé une marque aussi indélébile. Et la pertinence continue de son travail des décennies après sa mort témoigne de la qualité intemporelle de son talent et de sa vision. L'impact révolutionnaire de Lucille sur la télévision ne peut être surestimé. I Love Lucy a établi des conventions pour le format des sitcoms qui continuent d'influencer la production télévisuelle aujourd'hui. La configuration à 3 caméras avec un public en direct en studio qu'elle a mise au point est devenue la norme de l'industrie pendant des décennies. Sa volonté de représenter la grossesse à la télévision, à une époque où même le mot « enceinte » était considéré comme trop explicite pour être diffusé, témoigne d'un courage et d'une détermination à refléter les expériences de la vie réelle qui étaient bien en avance sur son temps. En tant que femme d'affaires, Lucille a brisé des barrières qui semblaient auparavant infranchissables pour les femmes à Hollywood. Lorsqu'elle rachète les parts de Daisy dans Desilu Productions en 1962, devenant ainsi la première femme à diriger un grand studio hollywoodien. Elle brise le plafond de verre et ouvre la voie aux futures générations de femmes cadres. Sous sa direction, Desilu a pris des risques en proposant des programmes novateurs que d'autres studios avaient rejetés, notamment Star Trek et Mission Impossible, des émissions qui sont devenues des repères culturels et ont engendré des franchises de plusieurs milliards de dollars. L'héritage comique de Lucille est tout aussi important. Elle a redéfini ce que les femmes comiques pouvaient faire à l'écran. En adoptant le comique physique, l'intrépidité qui remettait en question les attentes plus modestes à l'égard des femmes comiques de son époque. Her willingness to look ridiculous for a laugh, to distort her face, adopt bizarre costumes, or throw herself completely into slapstick routines expanded the possibilities for all female comedians who followed her. De Carol Burnett à Tina Fey. Des générations d'humoristes ont cité Lucille Ball comme leur principale influence et source d'inspiration. L'attrait mondial et multigénérationnel de I Love Lucy représente peut-être l'aspect le plus remarquable de l'héritage de Lucille. Alors que de nombreuses émissions à succès perdent de leur pertinence culturelle dans les 10 ou 20 ans qui suivent leur diffusion originale, I Love Lucy a conservé sa popularité à travers les générations et les cultures. L'émission a été traduite dans des dizaines de langues et continue d'être diffusée dans plus de 80 pays à travers le monde. Les jeunes téléspectateurs qui ne connaissent pas l'époque des années 50 dans laquelle la série a été produite se sentent toujours concernés par l'humanité et l'humour des aventures de Lucy Ricardo. Cette pertinence continue à créer une situation unique dans les dernières années de Lucille. Alors qu'elle était isolée sur le plan personnel, son impact culturel ne s'est pas démenti et s'est même accru. De nouvelles générations découvraient son œuvre grâce à la syndication, créant de nouvelles vagues d'appréciation de son génie alors même qu'elle se retirait de la vie publique. Cette dichotomie entre son expérience personnelle et son héritage public ajoute une dimension douce amère à l'histoire de ces dernières années. L'influence de Lucille s'étend au-delà du divertissement, dans la culture au sens large. Elle a innové non seulement en tant que femme comédienne et dirigeante, mais aussi en décrivant un mariage interethnique à une époque où de telles relations étaient encore controversées dans la société américaine. Le foyer Ricardo, avec son mari cubano-américain et sa femme américaine, a normalisé un type de famille que l'on voyait rarement dans les médias de masse de l'époque. Bien que l'émission n'aborde pas explicitement les questions d'identité ethnique ou de préjugés, sa présentation objective du mariage de Ricky et Lucy remet tranquillement en question les attitudes dominantes.
Après sa mort, l'héritage de Lucille a été honoré de nombreuses manières, ce qui reflète son immense influence. En 1989, elle s'est vue décerner à titre posthume la médaille présidentielle de la liberté par le président George H.W. Bush, qui a déclaré qu'elle était une comédienne douée qui a transformé la télévision pour les décennies à venir. Le musée Lucille Ball Desarnaz, situé dans sa ville natale de Jamestown, dans l'État de New York, attire des milliers de visiteurs chaque année. Le Lucille Ball Comedy Festival, qui se tient également à Jamestown, est devenu un événement majeur qui célèbre à la fois l'héritage de Lucille et l'évolution continue de la comédie en tant que forme d'art. En hommage à son rôle de pionnière dans le domaine du divertissement, Lucille a été présentée lors d'une émission télévisée diffusée aux États-Unis. En 2001, Lucille a été représentée sur un timbre-poste américain dans le cadre de la série Legends of Hollywood. En 2002, TV Guide l'a classée comme la plus grande star de la télévision de tous les temps. Ces distinctions, ainsi que d'innombrables autres, démontrent que si Lucille a connu un isolement personnel au cours de ces dernières années, son lien avec la culture au sens large est resté puissant et intact. L'histoire de l'héritage durable de Lucille Ball constitue un contrepoids important au récit de son isolement à la fin de sa vie. Si son univers personnel s'est contracté, son empreinte culturelle a continué de s'étendre. Les rires qu'elle a suscités continuent de résonner à travers les générations, garantissant que son impact dépassera de loin la solitude de ces dernières années. Que pensez-vous du contraste entre l'image publique de Lucille Ball et sa réalité privée? Avez-vous déjà remarqué à quel point nous traitons différemment les artistes vieillissants en fonction de leur sexe? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous êtes fasciné par les histoires réelles qui se cachent derrière les légendes d'Hollywood, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos qui vont au-delà. Des paillettes et du glamour pour découvrir les êtres humains qui se cachent derrière la célébrité. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer nos téléchargements. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.